Bon, mais nous avons avec nous aujourd'hui l'ex-professeur de droit à l'Université Laval. Je sais que la plupart des gens qui nous écoutent le connaissent déjà, pour l'avoir entendu assez souvent, mais là, je voulais faire la présentation pour nos amis français qui vont probablement l'aimer. C'est tout un personnage. Bonjour, Monsieur Breton. Bonjour. Et Marianne. Bonjour, Marianne. Bonjour, oui. Donc, Monsieur Breton, parce que là, nous, dans l'émission aujourd'hui, on parlait du travail en général. Donc, on aime beaucoup parler de l'entrepreneuriat, on aime beaucoup parler du droit du travail, mais ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'était avec vous, votre spécialité. Pas votre spécialité, mais c'est parce qu'on vous entend toujours parler de ça. C'est toujours souvent des syndicats, les syndicats. Et je vous ai parlé, j'ai eu la chance de vous parler au téléphone. C'était une chance d'ailleurs, c'était une chance que tu as eue. Continue. Non, mais je suis vraiment contente. Et vous m'avez dit, écoutez, moi ce qui me fait peur présentement au Québec, c'est pas les syndicats, c'est ce qui s'en vient et c'est les fonds de pension dans le secteur public. Vous m'avez dit, c'est ça, moi, qui me fait peur. Bon, alors d'abord, c'est toujours les syndicats, ça concerne toujours les syndicats, parce que, bien sûr, le secteur public au Québec est syndiqué à peu près en totalité, sauf bien sûr les remplaçants, mais c'est massivement syndiqué. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le taux de syndicalisation est si élevé à cause d'un taux de syndicalisation massif dans le secteur public et parapublic. Le taux de syndicalisation au Québec est de 40%, mais les effectifs du secteur public et parapublic comptent peut-être pour près de 40-45%, presque la moitié, quoi. Alors, alors on peut pas. Oui, bien sûr, les fonds de pension, c'est la grosse affaire des prochaines années, mais les fonds de pension, ça s'inscrit dans un contexte, ça s'inscrit, je vais vous raconter une petite histoire rapide que vous allez comprendre tout de suite. Les salariés du secteur public et parapublic, syndiqués, sont permanents, ont la totale sécurité d'emploi. Ça ne bouge pas. Ils entrent là à 25 ans, ils sont là en totale sécurité pour 35 ans, et ensuite, et j'y arrive, ils auront une pension garantie pour un autre, normalement, 20 ans, 25 ans. Bref, c'est un engagement de l'État pour une soixantaine d'années. Et là, je vous épargne si l'homme, par exemple, se remarie avec une plus jeune, et qui, elle, touchera 60% de son fonds de pension. Et donc, à ce moment-là, ça devient un engagement qui frise le 100 ans, quoi, le siècle. Alors, vous voyez. Et il y a combien de gens dans le secteur public au Québec, environ, là? Je dirais à peu près, c'est difficile parce que je dirais entre 6 et 700 000, parce que il faut ajouter, il y a d'abord le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, beaucoup de monde, des gros ministères, hein, les enseignants, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de monde, bien sûr. Ensuite, il y a les fonctionnaires au sens strict du terme, qui sont à peu près 80 000. Il y a ensuite le secteur municipal, il y a les policiers, bref. Ensuite, il y a les fonctionnaires fédéraux, parce qu'eux aussi ont même s'il y a quelque chose, il y a encore plus d'avantages. Les fonctionnaires fédéraux du Québec. Alors, donc, on peut parler de 6 à 700 000 personnes, alors qu'il y a à peu près 1 200 000 syndiqués au Québec. Bon. Wow. Et par là, vous parlez des gens actifs, là. C'est même pas les retraités par 700 000. Bon, ben voilà. Alors, c'est ça là, qui devient... Et là, vous avez intérêt à prêter attention, les filles. Je sais que les chiffres, ça vous intéresse plus ou moins, mais en même temps, c'est tout simple, les filles. Tout ce que vous faites, c'est que vous vous concentrez, d'accord? Vous m'écoutez très bien, vous n'avez pas la chance de me voir, tant pis pour vous. Ce serait plus beau, bien sûr, mais enfin, on ne peut pas tout avoir. Vous vous concentrez, les filles. Alors... On a vraiment l'air de deux greluches, Marianne. Vous avez remarqué que je ne l'ai jamais dit. Je l'ai à peine laissé sous-entendre, mais jamais j'en ai parlé. Alors, écoute. Oui, alors, là, il y a les actifs.
Mais il y a les passifs, c'est-à-dire ceux qui ont déjà pris leur retraite. Oui. Moi, je me souviens très bien, du temps que j'étais prof à l'université, j'avais dit il y a une quinzaine d'années, avant que l'industrie automobile ne s'effondre aux États-Unis, les trois grandes automobiles, ils ne peuvent pas résister, ils vont faire faillite, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que les syndicats, en obtenant les syndicats de l'automobile, les UAW, en obtenant toujours plus à chaque convention collective, en étaient arrivés à obtenir des bénéfices marginaux, un fonds de pension complètement fou, ce qui faisait que, et en plus, ils prenaient leur retraite tôt. Alors, ils sont ramassés, eux aussi, avant tout le monde, avec plus de retraités que d'actifs. Et quand les Japonais sont débarqués au USA pour produire des autos, ils sont allés dans le sud des États-Unis, pas syndiqués. Ils ont embauché des jeunes de 23-25 ans. Il n'y avait personne à la retraite à payer, et puis il n'y avait pas de syndicat dans la gueule, et il y avait des jeunes qui avaient envie de travailler. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est produit? Il s'est produit exactement ce que j'avais annoncé, à savoir que, bien sûr, dans des conditions pareilles, jamais les trois grandes automobiles ne pourraient concurrencer les Japonais, qui, bien sûr, avaient des coûts de production infiniment inférieurs à ceux des trois grandes automobiles. Alors, je reviens maintenant, les filles, vous m'avez toujours suivi, j'espère, je reviens maintenant aux syndiqués du secteur public et parapublic. Il y a les actifs. Déjà, il y a des retraités en nombre pas mal importants, mais on n'a encore rien vu. Parce qu'il faut savoir que les boomers, les filles, il faut que vous sachiez que la génération baby boom, c'est de 1900, ils sont nés entre 1945 et 1965. Ceux de 1945 vont avoir 68 ans cette année. Et les plus jeunes ont 48 ans cette année. Mais il faut savoir que le baby boom, ça signifie quelque chose. Non, mais ça signifie quelque chose, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'enfants. Dans mon environnement immédiat, quand j'étais jeune, c'était pas rare, les femmes qui avaient 10, 12, 15 enfants. Aujourd'hui, il y avait 2 parents et il y avait 10, 12 enfants. Aujourd'hui, il y a 4 parents et 1 enfant. C'est vrai. Vous voyez les filles, je vous présente ça simple, vous pouvez tout comprendre. Quand vous allez en parler à vos amis, vous allez passer pour des filles informées. Je continue. J'allais donc vous dire, maintenant, ça commence. Les retraites commencent à coûter cher et les déficits des fonds de pension commencent à s'accumuler. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat, comme dirait la gauche. Hein? Ce n'est qu'un début parce qu'éventuellement, d'ici une quinzaine d'années, quand l'ensemble des boomers va avoir pris sa retraite, et bien à ce moment-là, j'aime autant vous dire, il va y avoir plus de retraités que d'actifs. Alors, essayez d'imaginer un peu ce que ça veut dire, ça. Ils ont des fonds de pension luxueux, n'est-ce pas? Très luxueux, parce qu'il faut savoir qu'ils vont chercher la moyenne des 5 années les plus payantes. C'est pas la moyenne du salaire qu'ils ont gagné durant leur vie active. Mais encore une fois, ils sont allés chercher ce qui est le mieux, c'est-à-dire le meilleur salaire des 5 dernières années, et ils vont chercher 70% de ça. Ce qui signifie concrètement ils ont un revenu de retraite qui équivaut à peu près au salaire de ceux qui sont en début de carrière. Et même, ils en sont à leur 5e année, 6e année. Sauf qu'ils vont être infiniment plus nombreux, et par ailleurs, ceux qui vont cotiser vont être infiniment moins nombreux. Je n'ai pas à vous expliquer bien longtemps que ce ne pourrait pas. C'est invivable. Et c'est là où mon combat devient merveilleux. Ça fait 25 ans que je me bats contre les syndicats, contre le monopole syndical et les privilèges éhontés que les syndicats se sont donnés et ont donné à leurs syndiqués. Parce que, pardon, j'ai une question. Parce que est-ce que vous êtes contre les syndicats ou contre le pouvoir des syndicats? Est-ce que vous êtes contre des organisations de travailleurs, en fait, Je ne suis évidemment pas contre les syndicats, surtout dans le secteur privé, mais dans le secteur public, je vois encore là, il faut que je vous explique un petit quelque chose, les gens ne le savent pas assez, ça. Il faut savoir que le modèle syndical que l'on connaît au Québec, comme au Canada, nous vient des USA. 1933, le New Deal de Roosevelt, qui a ensuite passé une législation qui s'appelle le Wagner Act, l'ancêtre de tous les codes du travail en Amérique du Nord, qui consacre le monopole de représentation du syndicat lorsqu'il
peut compter sur la majorité des salariés d'un employeur. Mais ce modèle syndical s'est développé dans le secteur privé à l'époque des chaînes de montage. Vous me suivez très bien, les filles? Oui, oui. À l'époque des chaînes de montage, c'est-à-dire quand la compétence ne signifiait rien. Alors la réponse de Roosevelt et la réponse des syndicats était parfaite. Les syndicats disaient aux employeurs, avec vos chaînes de montage, vous ne respectez pas le travailleur, vous ne valorisez aucunement la compétence, alors on va vous mettre l'ancienneté dans la gueule. Puisque la compétence ne signifie rien, désormais le salarié, c'est son ancienneté qui va compter. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ça correspondait à un modèle d'industrialisation de l'époque. Mais on a transposé ce modèle dans le secteur public, au Canada et au Québec surtout. Et donc, essayez d'imaginer un peu, ignorer la compétence dans le secteur de l'éducation. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'ai pas à vous démontrer bien longtemps que c'est une connerie totale. Il faut savoir que le syndicat ne valorise que l'ancienneté. La compétence est totalement ignorée dans une convention collective. C'est toujours et seulement l'ancienneté. Ils vont dire, les syndicats vont nous dire, oui, mais la compétence, on en tient compte quand même un peu. Alors, ils ont des clauses du genre, à compétence suffisante, l'ancienneté prime. Je vous explique rapidement. Ça signifie qu'un plus ancien, à peine suffisamment compétent pour faire la job, va être choisi avec un plus jeune, très compétent. Je vous donne des chiffres, il n'y a rien comme tel. Essayez d'imaginer qu'un jeune qui obtiendrait 90% et un ancien qui aurait 60%. Vous me suivez toujours? Eh bien, l'ancien serait jugé suffisamment compétent et donc passerait avant le 90% le jeune. Et j'ajouterai encore, il y a pire que ça. Les syndicats vont toujours systématiquement insister pour que ce soit le plus ancien qui soit choisi, même s'il n'est pas suffisamment compétent. Et l'employeur n'a pas intérêt à passer par-dessus le plus ancien. Le syndicat, tout ce qu'il a à dire, c'est « on pense qu'il est suffisamment compétent ». Voilà. Mais on a vraiment créé une bête. C'est incroyable. Moi, je regarde ça, là. C'est monstrueux ce qu'on a créé. C'est encore plus gros que ce que vous pensez. Les gens ne peuvent pas imaginer ce qu'est le pouvoir syndical au Québec. Je pourrais l'illustrer rapidement en disant ce qui suit. L'immobilisme québécois, le fait qu'on ne puisse rien remettre en question, le fait qu'aucun changement significatif qui nous mette à date avec les manières de faire d'aujourd'hui sont impensables au Québec à cause précisément des syndicats. Essayez d'imaginer un peu ce que ça peut signifier s'agissant du fonctionnement de l'État. Ils sont partout. Essayez d'imaginer une immense toile d'araignée qui s'est installée partout au cœur de l'État. Et donc, il y a des syndiqués partout dans tous les ministères, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, dans les cégeps, partout, et qui donc peuvent réagir à quelque initiative que ce soit de l'employeur ou d'un gouvernement, et ils vont fonctionner par inertie, c'est-à-dire la résistance passive. Ils sont moi c'est parce que c'est beau ce qui se passe, c'est monstre, c'est gigantesque, c'est dangereux. Moi je trouve ça quasiment dangereux. Mais je sais pas si vous avez une boule de cristal, si vous êtes fort là-dessus. Est-ce que vous pouvez essayer de voir ce qui pourrait arriver? Est-ce que vous avez vous connaissez plus le milieu, est-ce que vous voyez ce qui s'en vient? Bon, c'est sûr, il y a un mur qui s'en vient, mais comment vous voyez ça, l'avenir? Je pense que, je vous disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je dénonce le monopole syndical. Le monopole syndical, surtout dans le secteur public et parapublic, mais je pense que ça présente bien pour mes idées. Ça présente bien pour mes idées parce que l'exemple que je vous donnerai, c'est au niveau d'une ville, et particulièrement au niveau de la ville de Québec, au Québec, la ville de Québec au Québec, où là, on a un maire qui précisément
est pas mal sur la même longueur d'onde que moi, s'agissant des pouvoirs syndicaux, s'agissant des déficits des fonds de pension, s'agissant des budgets municipaux qui sont grugés de manière disproportionnée, qui vont pour payer les privilèges, les salaires, les bénéfices marginaux, les privilèges, les fonds de pension des syndiqués. Et dans les villes, c'est plus facile d'identifier ce que coûtent les syndiqués, ce que coûte le déficit des fonds de pension, parce que je vous parlais tout à l'heure des fonds de pension et du fait que avec les baby boomers qui vont prendre leur retraite à la tonne et qui occupent bien sûr tout le secteur public et parapublic, alors ça veut dire que les fonds de pension vont toujours avoir un déficit supérieur et indécence de l'indécence, les syndiqués et les syndicats du secteur public demandent à l'ensemble des payeurs de taxes de financer les déficits des fonds de pension. Il y a pire, c'est que dans le secteur municipal, où là ils étaient vraiment les plus forts, les syndicats, ils ont obtenu qu'ils payaient même pas la moitié des contributions au fonds de pension. À Montréal et à Québec, c'est allé jusqu'à 30% payés par les syndiqués et 70% par la ville. Vous imaginez un peu, alors que tout ça parce qu'à un moment donné, il y a eu des surplus de fonds de pension. Il y a eu des surplus. Parce que quand la bourse allait très très bien et que par ailleurs il y avait peu de retraités, il y avait de gros surplus de fonds de pension. Sauf qu'il aurait pu penser que quand arriverait cette masse de bébés boomers qui prendraient leur retraite, il aurait pu prévoir un peu plus loin que leur nez, mais il ne faut pas leur dire ça et à demander à un syndicaliste de savoir compter, non, c'est comme demander, je sais pas moi, à un poisson de faire le marathon. Bon. Alors, mais moi, ce que je crains, je veux dire, comme je vous le disais auparavant, le mur, il va frapper. Là. Je peux pas croire qu'il n'y a rien qui va se passer. C'est bien beau de demander aux contribuables, c'est bien beau de refiler la facture aux futures générations, mais ça va... Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de changement aussi longtemps qu'on ne se pète pas la gueule dans le mur. Et précisément, on peut penser... Surtout, ça va commencer au niveau des villes, j'imagine. Je pense à Québec et à Montréal, où c'est plus facile d'identifier combien va coûter, comment ça va coûter aux payeurs de taxes de Montréal et de Québec pour renflouer les déficits des fonds de pension des employés municipaux. Et là, le payeur de taxes va pouvoir identifier exactement quelles centaines de dollars de ces taxes vont c'est seulement pour renflouer le fonds de pension. Et alors, indécence de l'indécence, bien sûr, c'est que les travailleurs du privé n'ont pas ces fonds de pension. Parce que maintenant, il n'y a pas une entreprise, il existe à peu près plus d'entreprises dans le secteur privé qui peuvent se permettre de payer des pensions à prestations, des retraites à prestations déterminées, c'est-à-dire où le montant est garanti, par exemple 70% de ton salaire, de ton meilleur salaire des 5 dernières années, si tu as travaillé 35 ans, 35 minutes, c'est 2% par année, 35 fois 2, 70. Alors, c'est seulement le public qui touche ça, parce que les salariés du public, les syndiqués du public, parce qu'encore une fois, une municipalité ne peut pas faire faillite, le gouvernement ne peut pas faire faillite. Sauf que l'indécence de l'indécence, c'est que ceux à qui on demande de renflouer les fonds de pension des privilégiés du public, ce sont les travailleurs du privé qui, eux, n'ont pas ces fonds de pension. C'est pure merveille. Mais quand même, il faut reconnaître que rendu à un certain point, on aura beau refiler la facture, ça ne pourra jamais combler le déficit. Et tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce que vous pensez si jamais on frappe le mur? Là? Demain matin, là, c'est justement, il n'y a plus rien. Moi, j'avais entendu, je pense que c'est Éric Duhem qui parlait en 2037, les fonds de pension, c'est zéro. Qu'est-ce qui va arriver suite à ça? Que pensez-vous que ces employeurs... Ça va arriver avant 2037. Ah oui, OK. 2037, si on actualisait, la meilleure façon de voir ça, c'est on arrête tout. C'est-à-dire que si
pour savoir dans quel état il y a un fonds de pension, par exemple le fonds de pension des cols bleus de la ville de Montréal, pour savoir dans quel état il est, on arrête tout aujourd'hui. Il n'y a plus de contribution, il y a plus de contribution et combien le fonds de pension doit. C'est quoi sa dette de ceux qui sont déjà à la retraite. Et c'est là qu'on se rend compte dans quel état il est. Bon, ils sont tous hyper déficitaires. Bien sûr, si on se projette sur 25 ans, alors là, de toute façon, c'est impossible. Il va y avoir des changements considérables longtemps avant. Bon, moi, je le vois plutôt. Tu vois, les derniers boomers, ils sont nés en 65. Donc, ils auront 65 ans en 30. D'accord? Mais ça, ce sont les derniers. Mais on peut penser que déjà en 25, il y aura déjà plus de retraités, beaucoup plus de retraités que d'actifs dans le secteur public et parapublic. Donc, ce ne sera pas viable. Et même que déjà, ils sont déficitaires et on est seulement en 2013, et que des boomers, il y en est parti seulement depuis 5 à 6 ans. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Bon, alors qu'il va en partir, il en part sur 20 ans, je vous le répète. Alors là, on est encore quand même qu'au début des départs à la retraite des boomers. Mais je pense seulement d'ici 5 ans, par exemple, quand la moitié des boomers ou un peu plus seront partis à la retraite, parce qu'en plus ils partent prématurément, eh bien déjà ce ne sera pas viable. Et entre-temps, bien sûr, comme ça va être la grosse conversation des prochaines années, les syndicats vont être forcément sur la défensive, exclusivement sur la défensive. Ils auront plus... D'ailleurs, vous aurez remarqué, depuis quelques années, on ne parle plus de salaire. Les syndicats, d'ailleurs, j'avais commencé à en parler déjà il y a une dizaine d'années, les syndicats ne parlent plus maintenant, quand ils négocient, ne parlent plus de salaire. Pas du tout. Ils parlent de retraite. C'est très dynamique comme approche, vous voyez. Retraite. On parle déjà de la retraite. On négocie les conditions de travail, n'est-ce pas? On s'assoit à la table de négociation et de on parle de retraite. C'est pure merveille. Inutile de vous dire que ça donne, c'est particulièrement bizarre et ça envoie une image de dynamisme plutôt, je vous laisse choisir le terme. Ben c'est ça qu'on voit. Dans le fond, c'est l'image qu'on a des fonctionnaires. Hein? C'est exactement l'image que moi j'ai des fonctionnaires. Faites attention, quand vous dites fonctionnaire, il y a toujours un équivoque. J'aime mieux parler des syndiqués du secteur public parce qu'il y a deux notions de fonctionnaire. Il y a le fonctionnaire au sens étroit du terme. Ça n'inclut pas les enseignants, ça n'inclut pas les travailleurs du secteur de la santé, ça n'inclut pas le secteur municipal. Vous voyez, il vaut mieux parler des syndiqués permanents du secteur public et parapublic. Comme ça, c'est avec totale sécurité d'emploi. Avec ça, on les décrit très très bien. C'est ce 20% de privilégiés, et qui vont se faire regarder beaucoup dans les années immédiates. Et d'ailleurs, il faut en parler et en parler toujours et sans arrêt, parce que il y a d'autres privilèges. Là. Je ne veux pas tous les énumérer au complet, mais c'est astronomique tout ce qu'ils ont comme privilèges. Ah oui, c'est fou là. Ils ont des cours payés, ils ont des, j'en reviens pas là. C'est vraiment, c'est pas les. On pense toujours que les méchants entrepreneurs, ceux qui font de l'argent, c'est sale, puis tout ça, puis sont privilégiés, puis ont des sous. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que ceux qui sont les plus privilégiés de la société québécoise, ce sont les gens qui travaillent pour le gouvernement, qui sont syndiqués. C'est parce que des riches, il n'y en a pas beaucoup. Non, je sais. C'est sûr que les syndicats, leur arme favorite, c'est toujours d'identifier quelques riches, d'accord? Mais sauf que, d'abord, le Québec est de loin la province, dans les provinces populeuses, je ne parle pas des Maritimes, c'est la province la plus pauvre et c'est celle qui compte le moins de riches, c'est-à-dire de gens qui gagnent plus que 150 000 par année. Non, on n'aura pas le temps, j'entrerai pas là-dedans, mais le simple fait, par exemple, de pouvoir toucher une retraite de 40 000 $ par année
compte tenu des taux d'intérêt d'aujourd'hui, compte tenu de ce que la bourse... Bon, là, la bourse, maintenant, elle est repartie, mais les gens sont toujours inquiets, ce qui fait que ils osent plus ou moins investir. Alors, les taux d'intérêt, tu places ton argent à la banque, quand tu obtiens 2%, tu es mauditement content. Mais pour obtenir à 2% d'intérêt, pour aller chercher 40 000 $ de fonds de pension par année, je vous signale que ça faut avoir mis de côté dans des rires. C'est très québécois, les rires. Là, oui. Ce sont c'est ce qui est dit. On peut déduire jusqu'à peu près 15% de son salaire par année pour mettre dans notre fonds de retraite, et ça c'est non imposable, ça permet de déduire de l'impôt. Mais alors, vous imaginez un peu, faut avoir 2 millions à 2% pour aller chercher 40 000 $ par année. Quel est le travailleur ordinaire, d'accord? Et quand je parle de travailleur ordinaire, je parle pas du petit travailleur qui gagne 30 000 $ par année. Je parle du travailleur qui en gagne 50, 60 000, d'accord? Et qui va, c'est pas à 15 000 $ par année qu'on atteint très très rapidement le 2 millions de dollars qui à 2% nous garantirait le 40 000 de fonds de pension de retraite chaque année. Et ça, ce 40 000, on peut présumer que le syndiqué à la retraite du secteur public le touchera pendant 20-25 ans. Voyez-vous, moi, ce qui me fascine, là, c'est que moi, la réalité, ce que vous venez de présenter, moi, ça dépeint vraiment là ce que j'ai dans la tête. Et moi, ce qui me fascine, ça fait quand même 13 ans que j'ai quitté le Québec, c'est que depuis les 13 dernières années, peut-être avant, mais j'ai remarqué que le système, la machine gouvernementale ne fait que grossir et grossir et grossir. Moi, les garderies à 7 $, ça n'existait pas quand je suis partie. J'ai connu ça de l'extérieur. Là, maintenant, on est en train de parler de nationaliser les centres de personnes âgées. Je sais qu'il y a un terme spécifique. Ça ne fait que grossir cette espèce de nationalisation. Et vous me parlez de ce phénomène de retraite publique qui est déjà en déficit. Comment pouvez-vous expliquer cette situation-là? Moi, je veux dire, c'est tout à fait... C'est parce que les syndicats sont au pouvoir. Tu parles des garderies, tu vois. Bon, est-ce que tu sais que les garderies privées sont très mal vues, là? D'ailleurs, je pense qu'ils devaient faire grève aujourd'hui ou demain. Et alors... Le gouvernement péquiste, nationaliste, qui veut faire l'indépendance du Québec, de gauche, très accoquiné aux syndicats. Ce sont les mêmes gens qui sont syndiqués que ceux qui sont membres du Parti québécois. Alors, eux, vraiment, ils n'aiment pas les garderies privées. Alors, ils ont dit aux gens des garderies privées, si vous faites la grève, il y aura des amendes considérables. Alors, les garderies privées ne peuvent pas faire grève, mais par contre, il faut lire l'histoire du Québec des 40 dernières années pour voir à quel point les professeurs, tout le monde dans le secteur public et parapublic s'est permis, les syndicats se sont permis les grèves les plus nuisibles qui soient dans le secteur public, et sans bien sûr encourir des pénalités, parce que, bon voilà, ils sont tellement progressistes, ils sont tellement pour l'intérêt du Québec. Non, c'est d'ailleurs très paradoxal. Comment se fait-il qu'on passe n'importe quoi à la gauche et qu'on ne permette rien à la droite? Essayez d'imaginer un peu si des groupes de droite, je n'ai pas parlé d'extrême droite, je parle de droite, des gens qui croient à moins d'État, se permettaient seulement 10% des illégalités que se permettent les mouvements de gauche, avec en tête bien sûr les syndicats, eh bien, ce serait la gauche crierait à l'horreur, crierait mais c'est fasciste, c'est nazi. Oui. Mais eux, quand ils ne respectent pas la loi, subitement, il n'y a pas de problème. C'est eux, ils sont infiniment bons, et le fait qu'ils ne respectent pas la loi, c'est parce que cette loi-là est injuste. Alors, c'est eux qui jugent quelle loi ils respectent, quelle loi ils ne respectent pas. Mais de l'autre côté, par exemple, les gens qui ne pensent pas comme eux, si jamais ils s'avisent de ne pas respecter la loi, alors là, qu'est-ce que les gogos sont scandalisés? Puis, ce que moi là, en vous parlant, j'en ai parlé après ça à d'autres personnes quand je vous ai parlé, et je disais, ce qu'il faut qu'on change, c'est pas la machine,
c'est la mentalité alentour parce que c'est les gens en fait qui votent, c'est les gens qui veulent ça. Donc c'est la mentalité de chacun qu'on doit changer. D'abord là-dessus, tu me dis que ton émission, on peut l'entendre, tu as des auditeurs français. En France, c'est le même phénomène et pourtant le taux de syndicalisation est très bas. Et c'est la mentalité d'abord et avant tout. En France, le taux de syndicalisation est très bas parce que pour être syndiqué, c'est parce qu'en France, chaque salarié est libre individuellement d'adhérer au syndicat ou pas et de contribuer financièrement au syndicat. Et alors, Exactement. on calcule et syndiqué le travailleur, la travailleuse qui contribue pour, je sais pas, mais qui va payer, par exemple, la cotisation syndicale 8 mois sur 12, quelque chose du genre, tu vois. Ce qui fait que, comme ils sont libres de verser la cotisation syndicale, le taux de syndicalisation, le taux officiel de syndicalisation en France est très bas. Mais ils ont la mentalité syndicale. C'est-à-dire que faire grève, d'ailleurs, c'est la grosse blague, hein. Je me permets d'ailleurs de dire à mes amis français, parce que j'ai fait mon doctorat en France, soit dit en passant, je connais très bien. Alors, ils ont la mentalité syndicale. Ils déclenchent une grève pour n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'est la grosse blague en France. Vous ne savez jamais s'il n'y aura pas une grève du métro, une grève des transports, une grève les trains là, de banlieue, une grève des aéroports. Bref, il y a toujours un danger de grève à peu près permanent, et l'idée étant toujours, bien sûr, de nuire le plus possible. Et pourtant, ces gens-là prétendent, c'est vraiment comique, hein, on pourrait s'amuser énormément, parce que ces gens-là vantent le service public en disant, le service public, c'est merveilleux, parce que la continuité du service public, c'est ce qui est le plus important. Fournir le service en tout temps à tout le monde. Sauf que, subitement, quand ils décident de faire grève, ils paralysent tout le monde. Ben là, leur préoccupation, c'est de faire la plus grosse merde possible. Comment on pourrait faire pour vraiment faire en sorte que il n'y a plus rien qui fonctionne, que les usagers, et d'ailleurs, le plus souvent, les usagers sont ceux qui ont le moins d'argent. D'ailleurs, ça m'a toujours frappé, hein. Par exemple, les grèves dans les transports en commun, qui en subit le plus les contre-coups? Ce sont bien sûr ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une auto. Et alors, ce qui fait que on pénalise encore une fois, on prend en otage les plus vulnérables de notre société. C'est de toute beauté. Mais c'est les carrés rouges de la France. Oui, effectivement, il y a pas mal de carrés rouges professionnels en France, oui. Mais regarde, comme Julie parlait, il faut changer la mentalité. Est-ce que vous croyez réellement qu'on peut changer la mentalité syndicale au Québec? Encore une fois, ça va se faire d'un seul coup. C'est dommage, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Les trois grands de l'automobile ont fait faillite et ont recommencé sur ils ont recommencé sur de nouvelles bases. Et maintenant, ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Regardez ce qui arrive avec Ford, par exemple, qui va très bien. Alors, ce sera la même chose s'agissant de ce qui se passe au Québec, tant et aussi longtemps. Et aussi, il y a le problème, et là, je vais choquer les indépendantistes, mais ce qui arrive au Canada, c'est que le Québec est subventionné par l'Alberta, par les provinces de l'Ouest, l'Alberta et la Saskatchewan, qui sont des provinces riches, à travers ce qu'on appelle la péréquation. C'est qu'au Canada existe cette chose qui veut que les provinces plus pauvres vont être aidées par les provinces plus riches, de telle sorte qu'elles puissent bénéficier des mêmes, comment je pourrais dire, donc des mêmes services publics partout au Canada. Mais alors, on débouche sur la blague suivante, c'est toujours des blagues avec les syndicalistes. Oui. On se paie des services publics beaucoup plus que l'Alberta qui nous subventionne s'en paye. C'est pas merveilleux. Écoutez, il y avait un extrait, justement, on parlait des Albertains qui sont carrément offusqués d'envoyer, c'est quoi, une partie importante. C'est 7 milliards par année. C'est incroyable. C'est 10% du budget québécois, du gouvernement québécois, et ça dure depuis déjà de nombreuses années. Le Québec a toujours été
bénéficiaire de ce qu'on appelle la péréquation parce qu'il a toujours été du groupe des provinces pauvres subventionnées par les provinces dites riches. Et maintenant, bien sûr, c'est l'Alberta qui... Alors là, l'Alberta, comme c'est celle qui est de loin la plus riche, elle peut voir, les Albertains peuvent voir pratiquement leur dollar partir d'Edmonton et de Calgary, embarquer dans un train pour Montréal et Québec, et carrément, c'est là que ça va. C'est-à-dire que, comme on est la province la plus populeuse après l'Ontario, eh bien, comme en même temps on est une province pauvre, eh bien, c'est nous qui cueillons la part du lion des milliards consacrés à la redistribution des richesses au Canada, à savoir, ça s'en vient au Québec. Et par ailleurs... Moi, j'ai toujours dit là, que si les indépendantistes veulent vraiment se séparer pour vrai, ils ont juste à faire un référendum pan-canadien. Ils vont l'avoir. Moi, ce que je dis très souvent depuis une dizaine d'années, c'est le Québec, si jamais l'indépendance se fait, ce ne sera pas sur la base d'un vote pour l'indépendance au Québec. Ce sera le reste du Canada qui nous demandera. Exactement. Et on peut penser que l'initiative risque éventuellement de venir de l'Alberta, parce que ce qui est d'autant plus choquant, c'est que non seulement les Albertains nous envoient 7 milliards par année, chaque année, ça revient chaque année, ça c'est comme l'impôt et les taxes, mais en plus, ils se font insulter par le Québec. Oui, et ça, c'est dire une honte. que c'est un pétrole sale. Alors, je comprends pas comment ça se fait que on parvient à être si indécent au Québec. C'est-à-dire que, comment on fait pour accepter le 7 milliards, sachant que ce 7 milliards vient du pétrole dit sale. C'est ça, exactement. On devrait au moins avoir la décence de dire, votre 7 milliards, on n'en veut pas, c'est un 5 milliards qui vient de la pollution. Mais non, c'est très québécois, c'est-à-dire que aucune cohérence, on est des quêteux professionnels, on l'a toujours été depuis la Révolution tranquille, quoi, ça fait maintenant plus de 50 ans, toujours du côté de ceux qui quêtent, et en même temps, il y a une expression, c'est dommage, je peux pas la dire parce que c'est un peu grossier, mais ça concerne les cochons. Mais M. Breton, regardez, moi, l'indécence dans tout ça, c'est que vous mentionnez le Québec est pauvre. Le Québec n'est pas pauvre en ressources naturelles. Le Québec est d'une richesse. Il pourrait devenir encore plus puissant. Mais là, je t'arrête tout de suite. Arrêtez-moi. Là, je t'arrête tout de suite. Les richesses naturelles. Hey, ça prend du mérite pour avoir des richesses naturelles. Hein. Hey! Hey, ça, c'est fatigant avoir des richesses naturelles. Hey, ça prend de la compétence. Tu sais, maintenant, si t'as pas de compétence, t'as pas de richesse naturelle. Hein? Ouais. Les Allemands, les Japonais n'ont aucune richesse naturelle ou à peu près. C'est vrai. Et regardez-les aller. Ouais. Il y a une bonne blague juive, d'ailleurs. Je sais pas si vous allez la comprendre, les filles. Concentrez-vous comme il faut, là. Ramassez toutes vos facultés mentales, d'accord, on se concentre, et puis voilà. Alors, les Juifs, quand ils erraient dans le désert, parce que si vous lisez l'histoire des Juifs, les filles, vous allez savoir qu'ils ont erré, le peuple juif a erré dans le désert, jusqu'à ce qu'ils s'en sortent. Et alors, voilà, leur grosse chance, les Juifs, c'est que précisément, ils n'ont jamais trouvé de pétrole. Oh. Puis pourtant, ils ont été dans le désert pendant des années, tu vois. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, regarde comment les pays du Moyen-Orient, qui nagent dans le pétrole, eh ben, ils travaillent pas fort. Finalement, les fameuses richesses naturelles, ça peut être une bonne chose, mais la plus grande de toutes les richesses, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles. Tout à fait. La plus grande de toutes les richesses, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles. Quand tu as trop de richesses,
eh ben, t'es trop con pour les développer, tes richesses. Ce sont des étrangers qui viennent le faire parce que t'es trop con ou t'es pas assez vaillant. Bref, quand j'entends parler de nos richesses naturelles, je rigole un bon coup. Je rigole un bon coup parce que le Québec sera riche le jour où on valorisera la compétence, l'effort, la concurrence, bref. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez remarqué que le Québec refuse toujours de se comparer aux autres. On est tellement différents, le Québec, nous les Québécois. Ah oui, c'est une société distincte. Mais monsieur Breton, je le sais, on pourrait se parler pendant des jours et des jours, puis vous auriez encore quelque chose. Non, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question que je parle pendant des jours. Vous rêvez, les filles, vous rêvez, là. Mais au moment de notre émission, il faut qu'on restreigne l'entrevue, mais je le sais que Marianne tenait à vous poser une dernière question. Elle dit, faut absolument que je lui pose celle-là. J'espère que c'est pas indécent, parce que habituellement, mes interviews finissent toujours avec une histoire de cochon. Ça foule la porno. Moi, je vais vous dire honnêtement, puis ça n'a peut-être pas réellement rapport à tout ce qu'on vient de parler, mais le sujet de l'émission, c'était vraiment l'univers du travail. Et un des aspects qui me désole au Québec, c'est l'entrepreneuriat. J'ai lu la semaine passée un article qui disait que à travers l'Amérique du Nord, le Québec est en arrière de tout le monde. Et moi, ce qui me fascine dans ça, c'est le nombre de subventions, le nombre de programmes et tout l'argent qui est déballé pour pousser les gens. Moi, je sais pas, quelle est votre opinion? Là, on vient de parler de mentalité, j'ai l'impression que ça a beaucoup à voir là-dedans, mais je peux pas croire que on est aussi endormi, tout ça, parce que je comprends pas. L'entrepreneuriat, il me semble que c'est la base du succès d'un État. Puis au Québec... Ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas valorisé au Québec, ce n'est pas valorisé en France. Tout ça parce que il faut des syndicats dans le secteur privé, mais il faudrait que les syndicats changent de mentalité. Il faudrait qu'ils observent comment ça se passe en Allemagne, par exemple. L'Allemagne est un modèle de ce côté-là. Ils ont des syndicats forts, mais ils ont des syndicats responsables. Responsables. Hein? C'est-à-dire que les syndicats qui valorisent bien sûr l'entreprise, qui se sentent responsables du caractère concurrentiel de leur entreprise, qui valorisent les techniques, tout ça se tient. En Allemagne, très rapidement, ceux qui n'ont pas envie d'étudier longtemps et surtout pas d'aller à l'université, parce que nous, au Québec, comme en France, il y a trop de gens qui vont à l'université et qui n'ont pas d'affaires là. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours étonné. Tout le temps, j'étais prof à l'université, j'avais cette conviction profonde qu'il y en avait au moins 40% qui n'étaient pas leur place. Ils perdaient leur temps et surtout, ils faisaient perdre le temps des autres et ils baissaient le niveau des cours. Hein? Alors, oui, vaut mieux, je préfère de beaucoup un technicien solide qui aime son travail, qui aime ça et qui devient super compétent. Et pourquoi les Allemands sont les meilleurs pour tout ce qui concerne la technologie, l'exemple étant bien sûr l'auto allemande. Hein? Voilà, très jeunes, ils sont pris en compte par des entreprises, ils suivent des cours, mais en même temps, il y a le prolongement, il y a le contact très rapide avec l'entreprise, des mentorats, des tutorats qui font que, bien sûr, ils acquièrent un niveau de compétence qu'on ne retrouve alors vraiment pas en France, qu'on ne retrouve vraiment pas au Québec, parce qu'au Québec, on veut, comme en France, les parents veulent envoyer leurs enfants à l'université, et puis ils vont traîner dans les facultés de ce que j'appelle les sciences molles. Bon, il en faut des sociologues et tout ça, des philosophes, mais il en faut pas trop non plus, c'est-à-dire que les meilleurs le deviennent. Mais comme n'importe qui peut entrer n'importe quand à l'université et y traîner pendant indéfiniment, eh ben, ça donne des frustrés, ça donne des gens qui perdent leur temps à l'université et qui préfèrent, bien sûr, traîner dans la rue que de traîner à l'université. Alors, ça donne des révolutionnaires professionnels et de futurs syndicalistes, bien sûr. Le modèle, c'est ça. Alors que
Alors que, bien sûr, ceux qui n'ont pas de temps à faire, qui sont en train de se donner de la compétence, ceux-là, tu les verras pas dans la rue. L'entrepreneurship, c'est pareil. Il va falloir commencer à valoriser, oui, partir une entreprise et réussir, c'est phénoménal, c'est un succès fantastique, surtout dans les secteurs les plus concurrentiels, avoir une bonne idée d'entreprise, puis il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut le réaliser, il faut le financement, c'est un travail considérable. Tout le monde, en fait, on doit savoir que les petits entrepreneurs, ce sont ceux qui travaillent le plus, bien sûr, mais qui le dit, ça, hein? Tout ce qu'on entend, ce sont les syndiqués qui nous parlent des conditions de travail des syndiqués du secteur public. Et Dieu sait que, parlons des 35 heures en France, par exemple. Oui. Ben écoutez, je pense qu'on pourrait continuer, comme Julie disait plus tôt. On en a pas mal appris. J'apprécie beaucoup. Ben oui. Franchement, ça fut une entrevue très, 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 très constructive. J'espère qu'on va pouvoir vous avoir au cours des prochains mois. Puis moi là, il y a tellement de choses qu'on n'a pas touchées encore. Il y a des volets que éventuellement là dans d'autres émissions, on va probablement toucher à d'autres choses. Les filles, il y a certaines choses que vous ne toucherez pas. Faites-vous pas d'illusions. Lesquelles? On veut des noms. Non, mais écoutez, Monsieur Breton, je vous remercie beaucoup. C'était très, très. Je suis certaine que les gens vont avoir apprécié beaucoup l'entrevue. Puis je vais continuer de vous suivre. Là, on vous entend plus beaucoup là ces temps-ci. Ah, de temps en temps, faut moins parler. Comme ça, quand on parle, on est plus écouté. Ben, tant mieux. Alors. Ben, merci beaucoup, là, Monsieur Breton. Salut les filles, c'est un plaisir. Merci.